Monsieur Ozon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'ailleurs, on peut dire que Emmanuel Macron n'a pas eu cet état de grâce, n'a pas eu le temps, finalement, Non. de pouvoir profiter de sa réélection, puisque, à peine une semaine après, bam. Alors, bon, c'est sûr que ça vient tout de suite après la présidentielle, donc c'est toujours un peu compliqué. C'est un 1er mai qui est toujours un petit peu compliqué pour les syndicats. Le 1er mai, c'est la fête du travail et des travailleurs. Et quand on regarde la façon dont les gens ont voté, c'est très intéressant. On s'aperçoit qu'Emmanuel Macron a ses plus gros scores chez les inactifs, c'est-à-dire chez les plus de 60 ans, et chez les plus jeunes. Et que l'essentiel des gens, c'est-à-dire des gens qui travaillent, c'est-à-dire des actifs, productifs, eux n'ont pas voté pour lui. Il est minoritaire dans ces classes-là. Alors, c'est quoi cette image? vous allez voir. Les rentiers d'un côté. Vous et les allez voir, travailleurs de tout l'autre. à fait, vous allez voir où je veux en venir. Il a. Il y a 58% de rentiers en France. Mais C'est un pays heureux. précisément, il y a toute une partie de gens qui ne sont pas rentiers, qui vivent de leur travail en France, et ces gens-là vont évidemment seront toujours tentés de faire entendre leurs droits dans les mois et dans les années qui viennent, et d'essayer de défendre leurs intérêts aussi dans un pays qui aujourd'hui est effectivement dirigé par le représentant des inactifs, sociologiquement, j'entends. Maintenant, c'est pas le moment idéal, évidemment, dans la foulée d'une élection présidentielle, c'est pas le moment idéal pour mobiliser, c'est pas le moment idéal pour mobiliser parce que ce sont les syndicats qui appellent à mobiliser, on sait que les syndicats n'entraînent plus grand monde derrière eux, et ça n'est pas un bon moment pour mobiliser parce que ce sont les vacances, donc tout laisse à penser que ce 1er mai ne sera pas un gros moment, je dirais, de mobilisation. Ça n'empêche que toutes les questions qui ont été posées, qui se sont posées pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, vont continuer à se poser d'autant plus fort dans les mois et dans les années qui viennent, et ce quinquennat sera placé sous le signe, évidemment, de la crise sociale, c'est-à-dire de la crise du pouvoir d'achat, de la crise des revenus, de l'appauvrissement d'une partie de la population, etc. Donc, je dirais, c'est ouvert, mais ça ne fera que commencer. C'est la première partie. Et avant les législatives, donc est-ce qu'on peut parler d'un troisième tour demain, un troisième tour social? Dans l'histoire, on sait que le pouvoir, quand il est confronté à une montée des tensions sociales, a d'autres armes que l'anticipation, c'est-à-dire qu'on voyait des petits signaux ici ou là. Les autres armes, c'est d'utiliser les stress dérivatifs, c'est-à-dire les stress de diversion, en quelque sorte, dans l'opinion publique, et les stress de diversion des sociodémocrates, entre guillemets, confrontés à la grogne sociale, on les connaît depuis longtemps, c'est le sociétal, c'est-à-dire un débat sur l'euthanasie éventuellement qui va diviser la population, c'est l'ethno-civilisationnel, les questions d'identité, les questions de sécurité. Il y a toute une palette d'outils qui sont à la disposition, je dirais, des dirigeants sociodémocrates confrontés à de la grogne sociale, parce qu'effectivement ils font la politique de la droite, donc tout le monde le sait, et donc évidemment quand ils sont confrontés en fait à de la grogne sociale, ils ont toute une palette d'outils qui leur permettent de diviser la population pour éviter typiquement la violence par exemple, pour diviser en quelque sorte les black blocs, servent à ça, pour diviser la population et l'empêcher de se regrouper pour être efficace. On le sait. Qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron pour compenser à la fois l'inflation et puis faire en sorte que justement ce pouvoir d'achat, disons que voir qu'on rogne sur le chauffage et l'alimentation aujourd'hui, c'est un problème. Lorenzo, vous pensez qu'il va réussir Emmanuel Macron au rendez-vous? Objection, votre honneur. Je pense que l'inflation n'a absolument rien à voir ni avec le Covid ni avec la crise en Ukraine. Pour une raison simple, c'est que l'inflation a commencé aux États-Unis et dans un certain nombre de pays bien avant le début de la crise en Ukraine, et que tout le monde sait qu'elle est liée notamment à la politique de liquidité, à la politique des taux d'intérêt des banques centrales, etc. Il y a tout un phénomène, je dirais, une évolution économique qui nous amène vers cette inflation, et on sait que ça sera le sujet, cette question de l'inflation et ce sujet du pouvoir d'achat sera la grosse question du quinquennat à venir d'Emmanuel Macron. Le seul problème, c'est qu'il a acheté effectivement des résultats pas trop mauvais ces derniers mois, essentiellement en augmentant la dette. Or, il ne va pas pouvoir continuer sur ce train-là maintenant qu'il a été réélu. On ne lui tolérera peut-être plus d'être trop dispendieux à l'égard de la dette publique, donc il ne va pas pouvoir utiliser ce levier-là pendant les mois qui viennent. Donc il va jouer à Chafoumi, pierre, feuille, puis ciseaux, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il mette en face de tout ce qu'il ne peut pas résoudre, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la crise sociale, l'appauvrissement des Français, etc., qui sont dans la logique et la continuité de la politique qu'il mène et que ses prédécesseurs ont mené depuis maintenant plusieurs années. Il va falloir qu'il mette en face des stress de division pour diviser les gens qui sont susceptibles de l'affaiblir politiquement. Non. Il faut expliquer aux Français qu'on en est là parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et qu'il n'y aura pas de coup fourré, comme notre ami Ozon essaye de nous faire comprendre lorsqu'il dit qu'il va y avoir comme vous appelez ça, des stress de division.
des stress de division, c'est-à-dire que pour masquer des hausses de prix, on va parler sécurité ou plutôt insécurité ou autre chose. Ou alors on va voile par exemple. Pardon ? Ou le voile. On va vous parler du voile. Oui, enfin, bon, on va vous ce sont des actualités. Mais bien sûr, mais on sait par exemple comment dans la campagne électorale, notamment entre les deux tours, on s'est servi typiquement de la question du voile pour, en quelque sorte, faire passer au deuxième plan des problématiques qui sont des problématiques pour voiler des problèmes. Bravo. Du pouvoir d'achat, et cette inquiétude, elle concerne toutes les catégories socio-professionnelles, même les catégories supérieures au premier rang à 42,5%. Alors, est-ce que cela vous surprend, justement, Monsieur Ozon ? Non, pas du tout. C'est pas surprenant. C'est pour ça que je pense que le gouvernement, dans la mesure où il n'est pas capable d'infléchir ou d'améliorer son bilan ou sa politique sur la question du pouvoir d'achat, va devoir faire remonter les courbes qui se trouvent juste en dessous. Vous êtes le seul Vous êtes le seul à avoir les épaules. Il n'y a pas de gilets jaunes en Ukraine. Vous croyez qu'il faut redouter à nouveau les gilets jaunes Oui, on a toutes les conditions sont remplies pour qu'on ait effectivement des répliques peut-être plus intenses encore que celles qu'on a connues avec les Gilets jaunes. Et donc c'est évidemment je pense c'est tout à fait dans la perception qu'Emmanuel Macron va avoir de son quinquennat, c'est effectivement cette question-là. On parlait de la question de l'énergie tout à l'heure, qui est effectivement une question clé. Vous nous demandiez si c'était une question qui s'abordait ou qui se pensait dans le cadre européen ou pas. Évidemment, mais à partir du moment où on n'oublie pas de penser que dans l'Europe, il y a la Russie. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité historique en termes énergétiques entre l'Union européenne et la Russie qui s'est construite sur des décennies. Et évidemment, la crise en Ukraine a pour effet, en quelque sorte, de déstabiliser complètement l'économie européenne, beaucoup plus que les autres économies. Et ce qui fait que nous sommes devenus aujourd'hui le premier acheteur de GNL, de gaz naturel liquéfié, dont 79% est du gaz de schiste américain. Nous sommes devenus le premier importateur mondial de gaz de schiste américain. Voilà la situation, aussi bien sur le plan écologique que sur le plan énergétique. On ne peut pas penser le bien-être et le retour à des équilibres économiques, macroéconomiques en Europe à partir du moment où on ne se met pas en situation d'agir sur ce qui les provoque. Et effectivement, la crise ukrainienne n'est pas la cause de l'inflation. Elle a contribué à l'accélérer, comme vous le disiez parfaitement tout à l'heure. Mais si on ne se met pas en situation de trouver des solutions de paix rapidement et de contribuer à des solutions diplomatiques rapidement, nous ne pourrons pas, enfin l'Union européenne va considérablement souffrir dans les mois et les années qui viennent de cette crise en Ukraine. Je pense que vous avez raison et c'est très juste. Et d'ailleurs, il y a une responsabilisation, je crois, de la part d'Emmanuel Macron sur ce dossier. Et ça, on va voir. Alors, Laurent Ozon, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de se mettre dans les pas de Joe Biden, qui veut aussi renforcer l'aide matérielle et militaire à l'Ukraine ? Je ne suis pas certain qu'il se mette réellement dans la continuité de Joe Biden. On va dire qu'il a une position probablement un peu plus tempérée que celle de Joe Biden, ce qui n'est pas étonnant, puisque nous sommes en Europe et Joe Biden est de l'autre côté de l'Atlantique et défend les intérêts américains. Et nous sommes en Europe avec les Russes, je dirais, et contraints de nous entendre et de trouver des solutions avec eux. La question de la sécurité pour l'Ukraine se pose. C'est d'ailleurs la question de la sécurité pour la Russie qui a aussi provoqué ce conflit. C'est-à-dire que ce conflit est né précisément d'une situation dégradée dans laquelle les Russes ont répété depuis 8 ans, à cause d'un certain nombre de choses, qu'ils se sentaient menacés par l'avancée de l'OTAN jusqu'à leurs frontières. Quand vous êtes dans le nord-ouest de l'Ukraine, vous êtes à 500 km de Moscou. Et 80% de la population russe se trouve à l'ouest des monts Oural, pour situer un petit peu les choses. Donc évidemment, pour les Russes, l'arrivée de l'OTAN jusqu'à ses portes constituait une menace. Aujourd'hui, évidemment, c'est à l'Ukraine et à la sécurité de l'Ukraine c'est de la sécurité de l'Ukraine dont on parle, mais je crois qu'on ne pourra pas répondre à cet enjeu de sécurité réciproque sans précisément mettre en place un sommet visant à refonder l'architecture de sécurité en Europe. Je crois que ça pourrait être le rôle de la France que de le faire. On espère que tout le monde comprendra que c'est de l'intérêt des Européens de trouver des solutions très rapides à ce conflit, pour des tas de raisons, alors que ça n'est pas du tout l'intérêt des Américains que nous y arrivions, pas plus que des Chinois d'ailleurs, qui d'un côté comme de l'autre profitent parfaitement de cette brouille et de ce conflit, de cette dégradation profonde des relations entre l'Union européenne, entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Réarmer, enfin apporter des aides supplémentaires, d'être de plus en plus co-belligérants vis-à-vis de la Russie.
Est-ce qu'on ne prend pas des risques après ce qui a été dit hier à la télévision d'État russe? D'abord, c'est une émission sur une chaîne de télévision faite avec des journalistes. Donc si les Russes devaient prendre en compte et prendre au sérieux toutes les émissions qui ont été faites... Sauf que les Russes n'ont accès qu'à ce type d'informations. Oui, nous avons aussi accès à un nombre d'informations relativement limité, contrôlé par un nombre de personnes très limité en France aussi. Donc, oui, enfin, on ne peut pas comparer la Russie et la France quand même en termes de propagande. Oui, il y a des oligarques en Russie, il y en a aussi en France. C'est pas la même chose. C'est pas comparable. Je crois que vous pouvez bien sûr, pas c'est mettre pas ça sur comparable. le même... Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien jouer à se faire peur en Russie, comme il y en a qui aiment bien jouer à se faire peur aussi en France. On a eu des émissions tout à fait comparables dans les médias français ces derniers mois. Donc, évidemment, il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. C'est quand même qu'une émission de télévision. Ça démontre surtout une chose. C'est la chaîne numéro 1 en Russie. Je sais bien. Une télé d'État. Oui, mais regardez les émissions de BFM. Qui est regardée par la majorité des Russes. On ne peut pas comparer BFM. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça de nos confrères parce que c'est pas vrai. Très bien. On ne peut pas comparer la télé russe avec les médias français. C'est pas possible. Bon, je n'en pense pas moins. Je pense qu'il y a de toute façon un jeu pour faire de l'audience et un jeu pour faire du bruit en quelque sorte dans un certain nombre de médias. Tout ça n'est pas effectivement pas très responsable. Ça démontre qu'ils ont des journalistes idiots. Si en tout cas c'est téléguidé, c'est volontaire, c'est-à-dire que si cette émission était volontaire, elle a le mérite, je dirais paradoxal, de nous montrer que nous sommes tous voisins. C'est-à-dire derrière ces 202 secondes ou derrière ces 160 secondes, il y a un truc qui devrait tous nous dire quelque chose, c'est « Ok, mais la Russie, c'est chez nous. C'est en Europe. Ça fait partie du continent européen. » Donc, à quel moment on va comprendre que ni dans l'intérêt, ni que le rôle des Européens n'est pas de satisfaire les besoins des Chinois ou de satisfaire les besoins des Américains, mais de satisfaire les besoins des Européens et de l'économie et des populations européennes. C'est assez sidérant de voir le chef du Pentagone ému à ce point. D'après vous, est-il sincère? Il pleurait aussi pour l'Irak, pour le Vietnam, pour l'Afghanistan. Il a gardé toutes ses larmes pour aujourd'hui. Il était peut-être sincère là. Non. C'est pas une question de territoire. Si, contrairement à ce qu'on pense, on dit toujours Vladimir Poutine voulait envahir l'Ukraine. Je ne crois pas du tout que Vladimir Poutine ait jamais souhaité vouloir envahir l'Ukraine. S'il avait voulu le faire, il n'aurait pas investi. C'est pourtant ce que les démonstrations de force nous démontrent à l'inverse. Parce que les villes de Mariupol, d'Odessa n'étaient pas prévues. La plupart des stratèges militaires américains disent maintenant que l'objectif de Poutine n'était absolument pas d'envahir l'Ukraine, mais de sécuriser le Donbass, c'est-à-dire toute la partie russophone de l'Ukraine, et d'empêcher et de bloquer l'accès de l'Ukraine à la mer. Par ailleurs, je pense que la Russie compte aussi sur le fait que la Pologne a quelques petits territoires du côté de la Galicie, en particulier de Lviv ou Lwów, selon qu'on est polonais ou ukrainien, et que certaines parties du territoire ukrainien intéressent beaucoup la Pologne aussi, qui s'est fait chipper ces territoires il y a quelques décennies. Et donc, évidemment, tout cela est un capharnaüm sans nom. Cette zone, cet espace est un espace de conflit, est un espace de menace. On a tous bien compris, je pense tous les gens à peu près honnêtes ont bien compris que ce qui était l'enjeu, c'était le retour à une architecture de sécurité pour tous les pays en présence, c'est-à-dire tout le monde veut rétablir des équilibres. Et c'est précisément le déséquilibre, c'est-à-dire l'avancée de l'OTAN vers la Russie à 500 km de Moscou, qui a créé précisément ce déséquilibre dans les rapports de force, comme d'ailleurs l'affaire des missiles de Cuba avait tout à fait, dans les mêmes conditions, créé une disproportion, un déséquilibre dans le rapport de force. Et donc, on sait comment ça s'est résolu. On a résolu la crise des missiles de Cuba par des concessions réciproques. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait concéder ? Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi évité un dérapage en tenant à distance, dans un premier temps, les médias et surtout les généraux. Je vous rappelle que c'est à partir de là qu'on a mis en place le téléphone rouge. C'est-à-dire que aussi bien Khrouchtchev, qui était d'origine ukrainienne d'ailleurs, que Kennedy, se sont dit... ont été poussés par leurs généraux à des engagements militaires, à une escalade militaire, et c'est grâce au sang-froid de ces deux dirigeants politiques qu'à l'époque, on a pu résoudre ce problème de basculement, en quelque sorte, de rapport de force, dans les meilleures conditions, si je puis dire. On est exactement dans le même cas de figure. Qui aura le sang-froid en Europe, aujourd'hui, pour dire non aux va-t-en-guerre, aux chiens de guerre qui veulent nous entraîner dans une escalade de conflit avec la Russie? C'est toute la question. Je ne sais pas si Emmanuel Macron aura la dimension qui lui permettra de le faire. Jusqu'à maintenant, il ne l'a pas vraiment démontré, mais on peut avoir de bonnes surprises. Et en tout cas, c'est la seule clé possible et la seule solution possible pour sortir de cette crise.
Alors, est-ce que les États-Unis font de ce conflit une affaire personnelle, Lorenzo ? Bon, ils défendent leurs intérêts, comme ils l'ont toujours fait, et ils le font très bien d'ailleurs, puisqu'ils vendent, grâce à tout ça, ils vendent beaucoup d'armes, beaucoup de pétrole et de gaz de schiste. Leur industrie se renchérit, alors qu'elle était la situation économique aux États-Unis n'est pas très bonne quand même déjà depuis plusieurs années. Vous avez près de 90 millions de personnes aux États-Unis qui vivent avec qui s'alimentent avec des bons alimentaires. Donc c'est un pays qui économiquement ne va pas bien, c'est tout à fait clair. Et donc c'est un pays aussi qui est très divisé, comme on l'a vu ces dernières années. Et donc on sait que les guerres sont toujours de grands moments, en quelque sorte, de grands-messes aux États-Unis pour essayer de ressouder la population et de faire croire temporairement à tous les Américains qu'ils appartiennent tous au même pays. Le seul problème, c'est que cette guerre-là lasse très très vite, beaucoup plus vite que les précédentes, parce que Vladimir Poutine n'a pas le profil des grands méchants dictateurs qu'on a présentés aux Américains dans les décennies précédentes. Donc évidemment, la contestation est beaucoup plus importante. Par ailleurs, Joe Biden a un autre problème, c'est qu'il il a un calendrier électoral lui aussi, son parti a un calendrier électoral, et dans le cadre de tout ce qui est annoncé, quand on regarde les sondages actuellement, tout ce qui est annoncé, c'est une victoire des Républicains. Pas sûr d'ailleurs qu'une victoire des Républicains, sauf si évidemment Trump pilote les choses correctement, pas sûr qu'une victoire des Républicains aboutirait automatiquement à un apaisement de la politique américaine dans la région. Tous les chefs d'État qui peuvent dire à Biden, on peut peut-être en parler. Faut pas unilatéralement décider comme ça d'un seul coup. Mais ils lui ont dit. C'est-à-dire que, regardez, attendez, excusez-moi, mais si vous regardez, en fait, au-delà du vote aux Nations Unies, à l'ONU, sur est-ce qu'il faut condamner ou pas l'intervention russe en Ukraine, ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une violation du droit international, comme il y en a d'ailleurs eu de nombreuses autres par l'OTAN et par les États-Unis ces dernières décennies, mais c'en était une de plus, si je puis dire. Et donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Et tous les pays, globalement, l'immense majorité des pays, ont dit, OK, oui, c'est une violation, donc on condamne et c'est normal. Mais derrière, la vraie question, c'était les sanctions. Qui a appliqué les sanctions occidentales aujourd'hui ? Le Brésil ne les applique pas, le Mexique ne les applique pas, l'Afrique, l'immense majorité des pays en Afrique ne les applique pas, la Chine ne les applique pas, l'Inde ne les applique pas, l'Indonésie, qui est le premier pays musulman du monde, ne les applique pas, etc. Donc, je dirais l'encerclement économique et financier de la Russie a échoué. C'est ce que dit Vladimir Poutine. Après, c'est un fait. Laurent Ozon, je rappelle, vous êtes essayiste et directeur à Srargum. Les chiffres de la mortalité en Chine sont finalement très faibles. Donc, on compte 36 décès pour 100 000 cas positifs, c'est-à-dire un pourcentage à 0,036% de mortalité. Donc, est-ce qu'on pourrait penser que les Chinois minimisent les nombres de morts, ce qui expliquerait cette stratégie anti-Covid ultra autoritaire et qui mettent des gens dans un effroi et dans une difficulté extrême. Oui, alors il y a aussi pas mal de personnes dans les pays occidentaux qui ont été jetées dans un effroi et dans des difficultés extrêmes, je tiens à le rappeler. C'est pas une spécialité de la Chine. Deuxième point, la Chine a effectivement des résultats en termes de nombre de morts qui sont très inférieurs à celui que nous avons eu dans la plupart des pays européens. Donc, je ne sais pas si leur vaccin n'est pas efficace, mais en tout cas, si on juge une politique au résultat qu'elle donne, il a été beaucoup plus efficace, et en tout cas, leur stratégie a été beaucoup plus efficace que la nôtre. Bon, voilà. Aujourd'hui, effectivement, on est tous révoltés par des images de gens qui sont enfermés chez eux, etc., ce que nous avons connu aussi chez nous. Et on peut parfaitement... Mais on ne mourrait pas de faim. Oui, alors faut voir il faut prendre toutes ces informations avec quand même un petit peu de... Ah, mais les gens le disent, ils l'écrivent. Oui, bien sûr. Oui, mais on a faim, ils n'ont pas l'autorisation de sortir. Bien sûr, mais on s'est retrouvés en France dans des situations pendant le confinement. Je ne crois pas que ce soit complètement comparable. C'est jamais comparable. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a de la propagande sur les médias russes, c'est de la propagande. Quand on dit qu'il y a de la propagande sur des médias français, c'est pas de la propagande, c'est pas comparable. Quand on dit que le vaccin, la politique de confinement a abouti à des destructions sociales lourdes et à des résultats négatifs en France, c'est une chose. Quand on dit la même chose sur la Chine, c'en est une autre. Je pense il faut comparer, au contraire. Je pense que notre job à nous, c'est de comparer. Et si on compare, la politique chinoise, avec tous les défauts qu'elle a, et Dieu sait que je ne fais pas l'apologie de ce type de politique-là, pour l'instant, elle a donné des résultats très largement supérieurs, 40 fois supérieurs en termes de nombre de morts à celle qui est appliquée en France.